C'est la première fois que j'ai vu Céline Martel, je me souviens, c'était lors d'une réunion stratégique en novembre 2023. Elle venait de Davos, ou de la Silicon Valley. Peu importe où elle venait, ce que je retiens, c'est qu'elle n'avait pas mis les pieds une seule fois dans nos laboratoires depuis son arrivée 3 mois plus tôt en tant que PDG d'Arctus Technologies. J'avais 51 ans ce jour-là. Arctus Technologies, vous savez, c'est cette PME française basée en région parisienne qui fabrique les systèmes de communication sécurisés pour les ministères, pour la défense, pour les opérateurs d'infrastructures critiques. Pas de bruit médiatique, pas de levée de fonds de 50 millions, juste de la technologie qui marche, et du silence discret. Moi, j'y travaillais depuis 22 ans, depuis les balbutiements, depuis le jour où l'entreprise avait 4 personnes et une cafetière cassée. J'avais suivi l'école centrale Paris, puis 4 ans aux transmissions de l'armée de terre, officier. Ensuite, j'avais rejoint Arctus comme directeur des systèmes avancés. Et j'y avais construit quelque chose, un algorithme central. Celui-là même qui faisait tourner chaque ligne de produit. C'était mon travail, c'était bon, c'était blindé mathématiquement. Voilà ce que j'ignorais, ou plutôt ce que je ne comprenais pas à ce moment-là, que dans une PME, même bien dirigée, un changement de PDG peut tout inverser. Pas la technologie, la politique. Et une PDG nouvelle, surtout une PDG de 37 ans diplômée d'INSEAD, avec zéro expérience technique mais beaucoup d'ambition, elle regarde une personne comme moi, 51 ans, cheveux grisonnants, bon sang, je portais encore la même montre de 2005, et elle se dit « ça, c'est le passé ». C'est un mardi matin, février 2024. Mon calendrier me convoque dans le bureau de Céline à 10h30, avec pour objet « réalignement stratégique ». 3 mots. Aucune indication. Je ne m'inquiète pas beaucoup. On parle en réunion, depuis des mois, de réalignement. C'est un mot magique dans les entreprises en croissance. Ça veut dire on avance, on pivote, on regarde vers le futur. À 10h15 ce matin-là, j'étais assis à mon bureau du 3e étage, complétant un dernier rapport technique. La fenêtre donnait directement sur le parc Ballard, gris et sans relief sous la lumière hivernale. J'avais 45 minutes avant la réunion. Le temps, c'est drôle à cet âge. Il se remplissait différemment qu'à 30 ans. À 30 ans, une demi-heure était presque infinie. À 51 ans, c'était le temps que prend une respiration. Je me souviens d'avoir pensé à 1998, à l'été 1998 précisément. C'était mon 2e mois chez Arctus. On n'avait pas même un vrai bureau à l'époque, juste une petite mezzanine dans un immeuble à Boulogne-Billancourt, avec 4 tables Ikea et une imprimante qui s'enrayait régulièrement. Le fondateur d'Arctus s'appelait Marc-Antoine Delamour. Un homme incroyable. 62 ans maintenant, probablement, retraité, vivant quelque part en Provence. À l'époque, Marc-Antoine m'avait dit « Laurent, ce qu'on fait ici, personne d'autre ne le fait. Et personne ne le saura jamais. Et c'est parfait comme ça. » C'était vrai. On avait construit quelque chose qui était trop bon pour être connu. Les meilleures choses sont comme ça. Les gens connaissent les téléphones. Personne ne connaît les algorithmes qui font tourner les téléphones. Et c'était comme ça chez Arctus aussi. Notre travail était les os. L'os n'est pas glamour, mais sans l'os, le corps s'effondre. À 10h27, j'appuie sur le bouton de l'ascenseur pour monter au 4e étage. Il y a du soleil par les baies vitrées, un soleil faible de février, presque blanc, sans chaleur vraiment. Je me demande si je vais faire de la gym après le travail. C'est une pensée stupide. Je la repense encore aujourd'hui, cette pensée bête de la gym. Comme si mon agenda restait le même après 10h30. L'ascenseur est vide. En montant, je pense à Olivier Benoît, qui avait été le directeur juridique avant de devenir quelque chose d'autre, après le départ du fondateur. Olivier était un homme bon. Je me l'étais toujours dit. Il connaissait Marc-Antoine depuis les années 1990. Il savait ce qu'on faisait, il respectait le travail. Olivier était quelqu'un qu'on pouvait regarder dans les yeux. Les portes s'ouvrent à l'étage 4. C'est plus aéré ici. Les bureaux de direction. Les vitres donnent partout sur les toits gris de la région parisienne. Le bureau de Céline donne sur les toits de la région parisienne. Elle est assise derrière son bureau qui est d'ailleurs trop grand pour elle. Un bureau qui était celui d'Olivier, le PDG précédent, un homme que j'aimais bien et qui, lui, connaissait le chiffrement sur le bout des doigts. Olivier était parti en retraite. Ensuite, 6 mois sans PDG, puis Céline. Le bureau était exactement comme Olivier l'avait laissé, même la lampe, même les classeurs.
Juste Céline là-dedans maintenant, une femme que je reconnaissais à peine, qui semblait déjà trop grande pour cette pièce parce qu'elle occupait l'espace de manière différente. Elle ne semblait pas habitée par le poids de l'histoire du lieu. Elle le traversait. Elle me dit « Laurent, assieds-toi ». Je m'assieds sur la chaise en face d'elle. C'est une chaise de consultation, inconfortable volontairement, je crois. Conçue pour que les gens ne restent pas assis très longtemps. Elle a les mains jointes sur le bureau. C'est une position que j'ai vue dans des vidéos de management. Je pense que c'est de Palo Alto. Elle dit « Je vais être direct, nous restructurons. Et franchement, vos idées deviennent obsolètes. » Elle a attendu une réaction. Je n'en ai pas donné. Je fais ça bien, en général, les moments où il n'y a rien à dire. Je regarde juste le mur derrière elle, et c'est curieux ce qu'on remarque quand on ne dit rien. Des petits trous de clous où Olivier avait accroché quelque chose. Des photos, probablement, de sa famille, de ses enfants. Céline avait pris la peine de décrocher les photos d'Olivier, mais elle n'avait rien mis à la place, juste le vide. Elle continue. Nous réorientons vers le cloud native, vers l'IA appliquée au système critique. Vous restez attaché à des approches cryptographiques classiques. Elles ne sont plus alignées avec notre vision. Je savais déjà, bien sûr, que les approches cloud native ne voulaient absolument rien dire pour quelqu'un qui ne comprenait rien aux mathématiques. Cloud native, comme si tu mets une crypto dans un nuage et elle se soigne toute seule. Je savais que l'IA appliquée au système critique était une formule marketing. La belle formule pour dire « on n'a aucune idée de ce qu'on fait, mais ça sonne nouveau ». Mais ce n'était pas le moment de faire un cours. Ce que je pense à ce moment, c'est à un déjeuner qu'on avait eu avec Olivier, il y a peut-être 3 ans. On parlait de la pérennité de la technologie. Il me disait « Laurent, la vraie innovation, c'est pas ce qui brille, c'est ce qui dure. » Et j'avais dit « Oui, et ça, c'est invisible. » Et Olivier avait souri. Il savait. Il savait que l'invisibilité était une force, que les vraies choses ne se vendaient pas avec des termes accrocheurs. Elle a sorti une enveloppe blanche. Elle me l'a tendue. Elle a dit « Vous avez jusqu'à ce soir pour vider votre bureau. Vos affaires vous seront envoyées. 22 ans, pas de merci, pas « on a apprécié votre contribution », juste l'enveloppe. Et puis elle a regardé son téléphone. C'était clair, je devais partir. Je prends l'enveloppe, elle pèse presque rien. C'est étrange comme les choses importantes pèsent peu. Une lettre, un chèque pour 3 mois de salaire et un formulaire pour l'assurance chômage déjà pré-rempli. Aucun détail supplémentaire, aucune explication. C'est professionnel, c'est prédéterminé. Je pense qu'elle avait probablement un document avec 8 variantes de cette conversation, et elle avait choisi la variante neutre. « Bonne chance », elle a dit, sans me regarder. Je me lève, je tiens l'enveloppe. Le bureau me paraît soudain énorme. Le bureau d'Olivier avec Céline dedans. Et moi qui dois partir de là. Je sortirai de ce bureau, et ce bureau restera sans moi. Je ne claque pas la porte, je la ferme tout simplement. Un claquement, c'est une forme de colère. Moi, je n'étais pas en colère, pas encore. J'étais dans une sorte de ralenti où tout se passait à l'envers. En train de perdre mon travail sans l'avoir jamais voulu perdre, mais sans surprise vraiment. Le couloir du 4e étage, c'est long. Il y a les portes fermées des autres bureaux. Je pense à Sophie, à Jérôme, à tous les autres qu'on avait formés ensemble sur les algorithmes. Est-ce qu'ils sauront? Est-ce qu'elle va avoir une réunion d'équipe et dire « Laurent n'est plus avec nous ?» L'ascenseur. Je rentre. Les portes se ferment. Je descends. Au 3e étage, les portes s'ouvrent. Je reste dans l'ascenseur. Les portes se referment. Je descends jusqu'au rez-de-chaussée. Les portes s'ouvrent sur l'atrium. Il y a de la lumière. Les gens marchent. Personne ne sait que je viens de sortir de mon travail. Personne ne sait que ma vie vient de bifurquer. Je sors du bâtiment. C'est février. Il fait environ 8 degrés. Il n'y a pas de vent. Juste du froid sans conviction. Je n'appelle Thierry qu'une fois que je suis dans la rue. Thierry Bonneau. Mon ami, avocat spécialisé en propriété intellectuelle depuis 26 ans. On se connaît depuis la fac. On déjeune ensemble en général 2 fois par an. Il décroche à la 2e sonnerie. « Laurent, c'est moi, je suis viré. »« Quoi, maintenant ?»« Maintenant, on peut se voir ? Je te rappelle dans 10 minutes, je dois vérifier quelque chose. » Il raccroche. C'est ce que j'aimais chez Thierry. Pas de questions idiotes. Pas de « pourquoi ?» Pas de « oh non, c'est horrible ?» Juste de l'action. C'est pour ça qu'on était restés amis pendant plus de 30 ans.
Il fonctionnait comme moi. Dans les situations critiques, tu bouges, tu ne parles pas beaucoup. Je retourne à mon bureau au 3e étage. C'est étrange d'y entrer après ces paroles. Rien n'a changé, bien sûr. Mon clavier est toujours à la même place. Mes notes de travail toujours dans le tiroir. Mais c'est comme si quelqu'un avait changé l'éclairage. Comme si c'était devenu un endroit où je n'avais jamais vécu, où je n'habiterai plus jamais. Mon ordinateur portable, mon téléphone professionnel, les post-it jaunes avec les notes de travail sur les cryptos asynchrones, les livres sur Rivest et Adelman. La photo de l'équipe d'Artus en 2005, affichée au-dessus de mon bureau, où on avait tous l'air tellement plus jeunes. Marc-Antoine y était, Olivier, 3 personnes qui ne travaillaient plus pour Arctus. Je n'emballe rien, je ne vais rien emporter. Juste mon téléphone personnel et mon portefeuille. Mon ordinateur portable, c'est du matériel Artus. Mes notes, c'est du matériel Artus. Mes 22 ans, je ne peux pas les mettre dans une boîte. Je regarde mon bureau une dernière fois. La chaise de travail, le plateau de l'écran, les 3 crayons dans le pot à crayon. C'est peu pour une vie entière. C'est tout ce qu'il était. Thierry appelle à 10h52. Je suis en bas du bâtiment. On va boire un café. Je descends. Je ne dis au revoir à personne. Je ne croise personne non plus, parce que les gens ne sont pas à leur bureau à 10h52 un mardi matin. Ils sont en réunion. On s'assied à la terrasse du café qui est à 40 mètres de l'entrée d'Arctus. Février, c'est froid. On prend des cafés quand même. Les tasses fument. La terrasse est presque vide, juste nous deux et une femme qui travaille sur son laptop avec les doigts rouges de froid. Thierry dit « Raconte-moi tout ». Et je lui raconte. Le réalignement stratégique, les idées obsolètes, le cloud native vide de sens. Céline Martel de 37 ans et 0 compétences en cryptographie. L'enveloppe, le formulaire d'assurance chômage pré-rempli. Le mépris silencieux du téléphone, regardé avec plus d'intérêt que son ancien directeur technique. Thierry écoute. Il trempe son café. Il ne fait aucun commentaire émotionnel. Pas de « c'est une honte », pas de « tu n'avais rien vu venir ». Il écoute juste. C'est ce qu'un bon avocat fait. Il écoute d'abord, il agit après. Et puis il dit quelque chose que je n'avais pas entièrement oublié, mais que j'avais mis de côté. Quelque chose dont on avait parlé en 2017. Il dit « Laurent, l'algorithme ». Et là, je me souviens. En 2017, il y a eu une restructuration, chaotique. Le fondateur s'en allait. La gouvernance était un chaos. Il y avait des réunions qui duraient des heures sur des questions de droit de propriété intellectuelle qui n'étaient jamais résolues. Les avocats des actionnaires se battaient avec les avocats des investisseurs. Il y avait 3 visions différentes pour l'avenir de l'entreprise, et personne ne pouvait s'accorder. C'est à cette époque que Thierry, qui était déjà mon ami et déjà spécialisé en IP, m'avait dit « Tu sais quoi ? Dépose ton algorithme central à l'INPI, à ton nom. » Pourquoi ? J'avais demandé, un peu déstabilisé. Parce que si Arctus s'effondre, que tu te retrouves à la rue, tu auras un atout. Et parce que techniquement, c'est toi qui l'as conçu, même si tu le fais sur le temps d'Artus. La session formelle n'est jamais finalisée de toute façon. C'était vrai. L'algorithme central avait été créé par moi, pour Artus, avec les ressources d'Artus. Mais sur papier, la propriété n'avait jamais été formellement transférée de mon nom à celui de l'entreprise. C'était une lacune administrative. Une de ces lacunes qui existent dans les petites PME où tout le monde fait confiance à tout le monde et où les papiers traînent simplement. Thierry m'avait expliqué les risques à l'époque. Si Artus s'effondrait et si je n'avais rien protégé, je partirais avec rien. C'est un principe basique en droit. Vous créez quelque chose dans le périmètre d'une entreprise et si cette entreprise décide que c'est à elle, vous ne pouvez rien faire. Sauf si vous l'avez déposé ailleurs. Sauf si vous l'avez enregistré à titre personnel, avec des droits prioritaires. J'avais suivi son conseil. En octobre 2017, j'avais déposé le brevet auprès de l'INPI. Laurent G. Ferrand, titulaire principal. Pas Arctus Technologies. Laurent Ferrand. Et il y avait une clause notariée, qu'on avait insérée à titre de précaution, genre « les murs entre la propriété intellectuelle et la gouvernance d'entreprise ». La clause disait, en gros, si Laurent Ferrand est licencié sans cause réelle et sérieuse, la propriété du brevet revient au titulaire à titre personnel dans un délai de 24 heures après notification de réversion. C'était une formulation légale compliquée. Thierry avait un expert en droit du travail qui avait validé le concept.
Ça n'avait jamais été testé, mais c'était enregistré à l'INPI. C'est toujours valide? Je demande maintenant, assis à cette terrasse froide de février. J'en suis pratiquement sûr, mais on vérifie. On termine nos cafés, les gens marchent autour de nous, les voitures passent sur la rue derrière nous, le monde continue. Et moi, je suis assis à une terrasse, en train de réaliser que j'ai prévu quelque chose en 2017 dont j'avais oublié l'utilité jusqu'à aujourd'hui. Je dis à Thierry, si c'est valide, je veux qu'on le fasse, ce soir. D'accord, je vais chérer mes dossiers, on se voit à mon bureau à 15 heures. On s'est quitté, je suis retourné chez moi, j'ai regardé par la fenêtre. Un mardi, en février, c'est gris. La Seine est grise, les quais sont gris, les gens qui passent sont gris. Même les voitures blanches semblent grises. Mais moi, je repensais à quelque chose que je n'avais jamais su à ce moment, mais que j'allais comprendre dans les heures qui viendraient. Arctus, à l'insu de Laurent Ferrand viré ce matin-là, était déjà en pleine préparation pour quelque chose de colossal, un contrat, un projet gouvernemental, quelque chose qui s'appelait Projet Minerve, 150 millions d'euros. Et il était basé entièrement sur mon algorithme. Je l'ai su 3 jours plus tard. Mais à cet instant précis, assis chez moi, je ne le savais pas encore. Je savais juste que quelque chose était en mouvement, que ma petite action de 2017, cette clause légale égoïste et prudente, était sur le point de devenir une arme. À 15 heures, j'étais chez Thierry, un bureau en face de l'Institut de France. Il avait loué cet espace depuis 15 ans. Les murs étaient remplis de livres, Code de la propriété intellectuelle, éditions successives, brevets français, traités mondiaux, des dossiers qui montaient jusqu'au plafond, des photos noires et blancs d'inventeurs célèbres, Edison, Tesla, les frères Lumière. Il a sorti 4 dossiers épais, il a vérifié les documents en ligne. Sa concentration était totale, pas de gestes inutiles. Il a appelé quelqu'un qu'il connaissait à l'INPI pour une consultation informelle. Ils ont parlé pendant environ 7 minutes. Thierry écoutait surtout. De temps à autre, il prenait des notes avec un crayon à papier très fin. Il a hoché la tête une fois, puis il a raccroché. Et puis il a dit « C'est bon, la clause est enregistrée, elle est valide. Si tu as été licencié sans cause réelle et sérieuse, ce qui est le cas, aucune cause substantielle n'a été avancée, juste une formule managériale vide, alors tu as le droit à la réversion dans les 24 heures. Ça se démarre par une notification formelle à Arctus et une demande de modification à l'INPI. On le fait ? Oui, ce soir. On a rédigé le courrier, formel, précis, chiffres, références de brevets, articles du Code de la propriété intellectuelle, tout ça. Thierry l'a signé numériquement. On l'a envoyé par email à Arctus à 19h23 le jour même, en recommandé AR le lendemain matin. C'était un courrier légal, une notification. C'était le début. À 20h15, on a déposé la demande de modification de titulaire auprès de l'INPI. Les serveurs de l'INPI enregistrent la demande à 20h47. Thierry m'a montré la confirmation. Il dit « Ça y est, t'es propriétaire ». Je suis rentré chez moi ce jour-là avec une sensation étrange. Pas de victoire, pas encore. Juste une sorte de conscience que les dés venaient de tomber, que quelque chose s'était déclenché, que Céline Martel, dans son bureau trop grand avec la montre à 4 000 € au poignet, ne savait absolument pas ce qui venait d'arriver. Je ne l'ai jamais dit à personne chez Arctus. Pas ce soir-là, pas la semaine d'après. Pourquoi ? Parce que je voulais voir. Je voulais être certain que Thierry avait raison. Je voulais attendre et voir où Arctus allait mener ce projet dont je sentais, d'une certaine façon instinctive, qu'il existait. J'avais entendu des chuchotements, des appels téléphoniques d'Olivier sur le gouvernement, des mails marqués « confidentiels » qui passaient par Céline. Ce n'était pas secret, vraiment, juste la vie normale d'une PME de défense. Mais c'était quelque chose, et je voulais savoir quoi. Et pendant ce temps, chez Arctus Technologies, personne, absolument personne, ne savait que l'algorithme central qui faisait tourner tous leurs produits venait de changer de propriétaire. À l'intérieur d'Arctus, en ces jours qui suivaient mon départ, les jours qui suivaient immédiatement, le tourbillon montait. Quelqu'un allait le savoir très bientôt, et quand il le saurait, ce n'était pas une simple question, c'était la fin d'un monde. Le projet Minerve avait commencé 6 mois plus tôt, en août 2023. C'était un appel d'offres du ministère des Armées et de 2 opérateurs d'infrastructures critiques, la SNCF et un fournisseur d'électricité majeur,
dont je ne dirai pas le nom pour ne pas donner de détails inutiles. L'enjeu était colossal: moderniser les systèmes de communication sécurisés pour les voies ferroviaires à haute sensibilité et pour les éléments critiques du réseau électrique français. C'était une nécessité absolue. Les vieux systèmes dataient des années 1990. Il fallait quelque chose de moderne, de sûr, d'inviolable, vraiment. 150 millions d'euros sur 5 ans. 150 millions. Pour une PME comme Artus, c'était la transformation complète. C'était le décollage. C'était la vie entière. Artus avait soumis une proposition basée entièrement sur l'algorithme que j'avais créé. Pas une variante, pas une amélioration. L'algorithme. Celui-là même qui tournait depuis 15 ans dans leur système, qui avait été éprouvé par des années d'utilisation réelle, qui avait zéro faille connue à ma connaissance. C'était l'outil parfait pour Minerve. C'était ce qu'il fallait. Céline avait donc hérité d'une PME qui était sur le point de signer un contrat transformateur. Elle m'avait viré en pensant qu'elle construisait le futur. Et elle avait pensé, cette PDG de 37 ans, que les idées obsolètes n'avaient plus leur place dans cette vision nouvelle. Le calendrier était serré. La signature était prévue pour le mardi 27 février 2024, 12 jours après mon licenciement, 12 jours pour que tout s'écroule. Mais c'est chez Arctus que les choses ont commencé à craquer. C'était une semaine après mon départ, le lundi 19 février. Une auditrice junior du nom de Sophie Mercier, une fille brillante, je l'avais entraînée 2 ans plus tôt quand elle venait de rejoindre l'entreprise comme stagiaire, tout juste diplômée d'une école d'ingénieur à Lyon. Elle était fine, elle avait une capacité à voir les choses que d'autres manquaient. C'était le genre de personne qu'Artus gardait parce qu'elle faisait des choses qu'on n'avait pas à lui demander de faire. Elle était en train de faire un audit de routine, rien d'extraordinaire. Vérification des contrats en cours, des références de propriété intellectuelle, des clauses de licence. C'était un travail étouffant généralement. Regarder des documents, vérifier des boîtes, aucun résultat intéressant. Et puis, elle a consulté la base de données de l'INPI. Elle a cherché le numéro de brevet de l'algorithme central. Elle connaissait le numéro par cœur. Elle l'avait vu des centaines de fois dans les manuels techniques. Elle a cliqué, elle a attendu, elle a regardé l'écran. Et c'est à ce moment qu'elle a manqué de renverser son café. Le titulaire était Laurent G. Ferrand. Pas Arctus, pas Arctus Technologies, Laurent G. Ferrand. Et la date de modification était 21 février 2024 à 20h47. Elle a relu 3 fois. Elle a lu très attentivement. Elle a vérifié la base de données. Elle a imprimé la page. Elle s'est levée. Elle a marché jusqu'au bureau d'Olivier Benoît, qui était directeur juridique d'Artus depuis 4 ans, l'homme qui avait remplacé le directeur précédent quand Marc-Antoine avait quitté le bateau. Elle a frappé à sa porte. Elle a dit « Olivier, on a un problème ». Olivier a lu l'impression. Il a pâli. Pas beaucoup, juste assez pour que Sophie le remarque. Une légère perte de couleur au niveau des joues, une respiration qui change. Il a dit très calmement « Ne dis rien à personne. On se réunit demain matin, toi, moi et le conseil externe. » Le conseil externe. Frédéric Aubert. Un cabinet de 100 personnes spécialisées en droit des affaires. Aubert lui-même était un homme de 62 ans avec 38 ans d'expérience. Il était l'une de ces figures du droit français qu'on voit dans les grands procès. Quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Quelqu'un qui ne perdait jamais, ou presque. Mardi matin, ils se sont réunis. Un petit groupe. Olivier, Sophie, Frédéric Aubert. Et par téléphone, Céline. La réunion a eu lieu dans la salle de conférence B, celle qui donne sur le parc. Olivier a expliqué qui était Laurent Ferrand. Que Laurent était parti la veille à cause de restructuration. Que Laurent avait apparemment déposé le brevet à son nom personnel en 2017. Que le brevet était l'algorithme central. Que tout ce qu'Artus allait livrer pour Minerve dépendait entièrement de cet algorithme. Sophie a présenté ses découvertes. Date, numéro, preuves. Frédéric Aubert a écouté sans rien dire pendant 20 minutes. Il y avait un silence dans la pièce. Un silence qu'on peut entendre. C'est le silence que font les hommes quand ils comprennent qu'ils ont été battus. Pas à cause d'une erreur, à cause du génie d'un ennemi qu'ils ne savaient pas avoir. Et puis Frédéric Aubert a dit « Appelez-le, immédiatement ». Olivier a dit « Il faut vraiment ?» Oui. Olivier a appelé. Je ne savais pas qui était au bout du fil quand j'ai répondu. C'était un mercredi. Je passais la matinée à la maison.
J'avais décidé de ne rien faire d'extraordinaire. J'avais lu, je m'étais promené, j'avais regardé la pluie. Je pense que je me doutais d'une certaine manière que quelque chose venait. Olivier a dit « Laurent, c'est Olivier. On a découvert une question d'ordre administratif concernant le brevet. On aimerait en parler. Peux-tu passer demain ?»« Non. »« Pardon ?»« Non, je ne passe pas. » Il y a eu un silence. Olivier a dit « Ça concerne le projet Minerve. C'est important. » Je sais que ça concerne Minerve, et ma réponse reste non. Il a fallu 1 minute avant qu'Olivier comprenne que j'avais su pour Minerve, qu'on n'avait jamais vraiment tenu ce projet secret, évidemment. C'était impossible. Les ministères ne gardent pas les secrets. Les opérateurs critiques ne gardent pas les secrets. Tout le monde sait tout dans ce monde-là. Et j'avais mes sources. Et j'avais compris très tôt qu'il y avait quelque chose. Olivier a dit « On peut discuter. » Il n'y a rien à discuter. Vous avez utilisé mon algorithme. Vous l'avez considéré comme obsolète, mais vous l'avez tout de même choisi pour Minerve. Maintenant, c'est moi qui en suis propriétaire. Olivier a raccroché. Il a regardé Frédéric Aubert. Il a dit « Il sait. » Bien sûr qu'il sait. De ce jour-là au jour de la signature prévue, mardi, 3 jours plus tard, c'était une course contre la montre. Frédéric Aubert a essayé une approche, négociation. Il a appelé Thierry. On pourrait arranger les choses, une licence, des royalties. Thierry a écouté. Il a dit « Je te rappelle. » On en a parlé. Je repensais à exactement ce qu'Olivier avait dit. Je me souvenais que c'était une offre raisonnable. Qu'est-ce que ça voulait dire, raisonnable? Ça voulait dire « On vous paie quelque chose pour que vous fassiez comme si vous n'aviez jamais découvert qu'on vous avait volé votre propriété. » C'est ma traduction. C'est ce que ça signifiait en réalité. Et puis il y a eu cet appel. Mardi matin, à 9h27, c'est Frédéric Aubert qui a appelé, pas Olivier, Aubert lui-même. Il a dit « Laurent, je suis Frédéric Aubert, je suis conseil externe d'Arctus Technologies. Je sais qui vous êtes. Je voudrais vous proposer une rencontre. Céline Martel est disposée à discuter directement. » Et voilà l'ironie. Céline Martel, qui 15 jours plus tôt m'avait dit que mes idées étaient obsolètes, qui m'avait viré sans explication, qui m'avait traité comme un objet à descendre rapidement de la courbe, était maintenant disposée à discuter. Parce qu'elle avait enfin compris que c'était moi qui contrôlais ce contrat de 150 millions. Dites à Céline que je ne suis pas disponible avant 15 jours. 15 jours ? 15 jours. Aubert comprenait. Pas de signature possible avant 1 semaine, au minimum. Et si on ne signait pas avant 1 semaine, les parties ministérielles se retireraient. Contrat en péril. 2 semaines, c'était faire couler le bateau entièrement. À 11h, le cabinet du directeur général de la SNCF reçoit un appel de Céline. Elle explique qu'il y a un point technique à clarifier concernant la propriété intellectuelle. Elle demande un report de la signature de 2 semaines. À 14h, le ministère appelle. Même raison, report de 2 semaines demandé. À 16h, les 2 opérateurs et le ministère confirment. Accord pour le report. Mais un seul. Pas de report supplémentaire. 2 semaines maximum. Ensuite, c'est fini. À 17h, Olivier appelle Thierry. « Laurent peut-il nous rencontrer demain ?»« Oui. » On s'est réunis mercredi matin à 10h. Arctus avait envoyé une délégation. Olivier Benoît, Frédéric Aubert et Céline elle-même. Il ne s'attendait pas à ce que j'arrive accompagné de Thierry. Je pense qu'Olivier a pensé qu'on allait être raisonnable, 2 contre 3. Mais Thierry était un avocat. C'était mon avocat. Je lui avais donné le mandat de négocier. Et il n'allait pas négocier comme un employé reconnaissant. Il allait négocier comme un propriétaire. On était 3 contre 3. La réunion a duré 40 minutes. Elle s'est déroulée dans la même salle que celle où Olivier m'avait rencontré quand je suis arrivé chez Arctus en 2001. Une salle avec des murs gris et une longue table. La même table. Olivier a essayé de me faire comprendre qu'Arctus avait investi dans cet algorithme, que c'était l'œuvre de l'entreprise, que j'avais été payé pour le développer, que la loyauté comptait. J'ai dit « la loyauté ». Je vous servais depuis 22 ans, et vous m'avez licencié en 30 minutes sans raison. Alors parlez-moi pas de loyauté. Frédéric Aubert a pris la parole. Son ton était plus professionnel, moins sentimental. Il a proposé une licence exclusive, 3 500 000 € de paiement initial, 12% de redevance sur tous les revenus du projet Minerve. Thierry a dit « trop bas ». Quoi ? Les 2 chiffres. Pas de négociation, pas de contre-proposition, juste trop bas. Frédéric Aubert a dit
Alors, quelle est votre contre-proposition? Thierry a regardé sa montre. Il a dit, on vous envoie quelque chose par écrit, demain matin. On s'est levé. J'ai regardé Céline. Elle ne disait rien. Elle tenait un stylo. Ses mains tremblaient un tout petit peu, assez pour être visible, pas assez pour être dramatique. Elle comprenait maintenant, je crois, ce que signifiait vraiment « idées obsolètes ». Ça signifiait « j'ai été trop arrogante » et ça m'a coûté 150 millions. Elle m'a regardé une seule fois. Notre regard s'est croisé. Elle a rapidement détourné les yeux. On est parti. Thierry a dit, une fois dehors, dans le couloir, « Elle va te rappeler demain ». Il avait raison. Olivier a appelé jeudi matin, à 8h17. Il a dit, « Quelle est votre contre-proposition » Thierry a répondu, « 3,8 millions plus 13%. Et Laurent doit être mentionné comme architecte concepteur dans toute la documentation du projet. » Olivier a soufflé. Il a dit, « Je vais voir. » À 18h, Olivier a rappelé, « D'accord, ça y est, c'était réglé. 3,8 millions €, 13% de royalties sur tout ce que Minerve générerait, et mon nom gravé en lettres d'or dans les fondations techniques du plus grand contrat que l'État français avait signé cette année-là. Architecte concepteur, c'était bien, c'était juste. Et Céline? Elle a envoyé un mail le jour suivant, vendredi, assez court, environ 3 lignes. Laurent, nous regrettons les malentendus. Nous espérons que ce nouvel arrangement nous permettra de collaborer à nouveau dans l'avenir. Nos portes vous restent ouvertes. Je n'ai jamais fini de le lire vraiment. Thierry me l'avait montré et m'avait dit « Elle va te rappeler dans 3 mois pour te redemander si tu veux revenir. » Non. Je sais, c'est pour ça que c'est drôle. Le dimanche soir, Olivier Benoît m'avait envoyé les documents formels, la licence, les conditions, mon nom sur la documentation. Tout était là, tout était exact. Je ne pouvais pas ne pas sourire en les lisant, pas un sourire de victoire, un sourire de soulagement. Comme si j'avais tenu un équilibre instable pendant 1 semaine et que je venais finalement de poser un pied par terre. Mardi, comme prévu, Céline, Olivier et Frédéric Aubert se sont présentés devant le ministère des Armées, la SNCF et le fournisseur d'électricité. Et ils ont signé. 150 millions d'euros. Le projet Minerve. Et l'algorithme qui faisait tout fonctionner, c'était le mien. Laurent G. Ferrand. Je venais de gagner une licence qui me rapporterait probablement plus dans les 3 prochaines années que n'importe quel salaire qu'Arctus aurait pu me payer en continuant à m'employer. Mais ce n'était pas de l'argent que je voulais réellement, c'était juste de la justice. Et une petite leçon. Une leçon qu'on peut apprendre quand on comprend que ce qu'on crée n'appartient pas à vous juste parce qu'on vous l'a dit. Quelques mois plus tard, j'ai croisé Olivier dans une conférence sur la cybersécurité à Paris. C'était en juin 2024, donc environ 4 mois après tout ça. Il m'a reconnu, il a souri. Pas un sourire sans amertume, mais un sourire quand même. Il a dit « Vous savez, ce que vous aviez fait, c'était du génie. » Quoi? Le brevet. Dès le début. En 2017, vous saviez. Vous aviez tout prévu. J'ai secoué la tête. Non, je ne savais pas. Je préparais juste la suite. Et c'est la vérité. Je n'avais pas planifié mon licenciement. Je n'avais pas su que Céline arriverait et dirait des bêtises sur le cloud native. Je n'avais pas su que Minerve existait et qu'Arctus misait dessus. Ce que j'avais fait simplement, c'était protéger mon travail. C'était un conseil d'amis avocats qu'on avait suivi presque par étapes administratives, sans vraiment croire que ça servirait un jour. Un geste préventif, une assurance. Les gens prennent une assurance vie sans espérer mourir demain. C'était la même chose, un geste de prudence. C'était tout. Et puis un jour, ça a servi. Céline est toujours PDG d'Arctus. Je le sais parce que j'ai regardé une fois. Elle a même envoyé un discours optimiste lors du symposium annuel de la cybersécurité. Je n'y suis pas allé. Olivier est toujours directeur juridique. Et moi, je suis chez moi, à regarder les comptes de royalties arriver 4 fois par an. 13%. C'est une belle paie pour une idée qui n'était pas obsolète du tout. C'était juste une idée qui avait attendu son moment. Et ce moment a fini par arriver. Pas comme je l'avais imaginé. Meilleur que ce que j'avais imaginé. Parce que ce n'était pas une revanche. C'était juste la reconnaissance que ce que j'avais construit avait de la valeur. Et que personne ne pouvait me l'enlever. Pas même une PDG de 37 ans qui n'avait jamais regardé à l'intérieur d'un laboratoire. La vie a continué. Les années passent différemment quand on regarde les choses à distance. Le projet Minerve a commencé en 2024. La première phase a duré 2 ans.
Le système fonctionne, les trains sont sécurisés, le réseau électrique est immunisé, et mon algorithme, celui que Céline avait appelé obsolète, tourne à 99,9% de fiabilité. C'est un nombre qu'elle n'aurait jamais pu comprendre à ce moment-là. Mais c'est un nombre que le gouvernement comprend très bien. Je reçois des appels parfois. Des gens qui quittent Arctus et qui m'appellent pour savoir comment j'ai quitté, comment j'ai gardé mon calme. Je leur dis toujours la même chose. Protégez votre travail. Pas pour la revanche, pour la paix. Ils comprennent généralement. C'est ça l'histoire, c'est ça qui s'est passé, et c'est ça qui continue. Tous les 3 mois, je regarde un virement qui arrive dans mon compte, 13%. Et je me dis que les choses vraiment importantes ne disparaissent jamais. Elles attendent juste le bon moment.